La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère, un invité pour la deuxième fois sur cette antenne, Alan Duke, pour parler de la matrice. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Alan Duke, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, vous êtes auteur, conférencier, théoricien, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment L'éveil des anges. Pour ce deuxième rendez-vous, nous allons parler de la matrice. On en parle énormément sur les réseaux sociaux, les ufologues donnent leur vision personnelle de cette fameuse matrice dans laquelle nous serions enfermés. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Eh bien, ce sujet, pour moi, est le sujet, on va dire, par excellence. C'est vraiment la pierre angulaire de toutes les questions métaphysiques auxquelles nous pourrions faire des recherches, entre guillemets, et faire des découvertes, surtout pour les personnes les plus, on va dire, les plus connectées, entre guillemets, par rapport à tous ces sujets. En ce qui me concerne, maintenant, ça va faire quand même près de 17 ans que je suis en train de essayer de comprendre certaines choses, on va dire, et mes découvertes font que je commence tout doucement à saisir ce que représente cette fameuse matrice qui est donc décrite sur le net, dans tous les mouvements alternatifs, on va dire. Je commence vraiment à saisir ce que ça représente. Après, le fait d'être enfermé, c'est assez, on va dire, c'est relatif de dire être enfermé. Pour moi, c'est la structure même de la 3D dans laquelle nous sommes. Voilà. Comment la voyez-vous, cette matrice ? Comment la percevez-vous ? Il faut se dire que l'univers se compose de deux entités, entre guillemets, on va dire deux forces. L'une qu'on va appeler le féminin sacré, c'est-à-dire, on va dire, c'est la partie invisible de l'univers. Mais ça ne veut pas dire, si elle est invisible, qu'elle soit pour cela dépourvue de choses. Et ces choses qui sont donc contenues dans cette matrice, dans cette partie féminine, entre guillemets, c'est de l'information. Et de l'information, comme son nom l'indique, ça veut bien dire sans forme. Il n'y a pas de forme. C'est simplement de l'information. Et là, il faut déjà se dire que toute idée de création, d'évolution, c'est une illusion propre à l'incarnation. C'est-à-dire que cette matrice, la partie féminine de ces deux entités, entre guillemets, la partie féminine, c'est donc le féminin sacré, c'est la déesse noire. Elle contient toute l'information imaginable, tout ce qui était, ce qui est et ce qui sera est déjà contenu sous forme d'information dans cette partie, on va dire, noire, invisible donc, et ça c'est, on va dire, la base, on va dire, de l'univers, entre guillemets. C'est sur cette partie-là que tout repose, c'est la partie informationnelle, et son penchant, et donc elle accouche, puisque la déesse, que ce soit maintenant Isis, Marie, et combien de déesses qui vont enfanter d'un enfant mâle, donc masculin, cet enfant représente, sous le nom, on va dire, que ce soit Horus, Jésus, ou bien encore d'autres entités, qui sont enfantées d'une manière un peu particulière par une déesse. Donc c'est le masculin sacré. Et ça, c'est la partie exotérique, extérieure, de la partie, on va dire, féminine, donc. Mais c'est seulement une émanation de certaines informations qui vont être portées à jour. Et pourquoi je vous dis ça ? Pour moi, c'est très important parce que quand on dit Lucifer, justement, qui est quand même le Christ est une forme de Lucifer, Horus, c'est une forme de Lucifer. Le mot Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire c'est ce qui est porté à la lumière. C'est-à-dire que c'est le masculin qui représente donc la 3D. Les formes auxquelles nous portons de l'attention, c'est-à-dire ce qui devient pour nous une réalité dans la 3D, c'est le penchant masculin de cette dualité, entre guillemets, féminine-masculine. Donc le féminin qui est une masse d'informations infinie et infinie, tout est déjà là, et le masculin, donc la partie masculine, c'est seulement un extrait, une partie auquel nous allons porter de l'attention qui va se figer, c'est-à-dire cette information que nous allons transformer en forme tridimensionnelle qui va devenir donc une réalité pour nous. Donc nous sommes les co-créateurs, bien sûr, de la matrice dans laquelle nous sommes.
est-ce que vous rejoignez les recherches justement de Jacqueline Bousquet qui expliquait qu'il y avait 3 champs justement, que tout était information. Elle expliquait ça d'une façon... elle disait qu'il y avait un champ qui s'appelait H1, H2, H3. Et que par rapport aux travaux d'Émile Pinel. Voilà, c'est ça. Vous êtes en accord avec ces recherches ? Disons que moi, je vous dis directement, quand Jacqueline Bousquet l'expliquait, je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à saisir ce qu'elle disait. Donc, mais probablement, parce qu'un symbole très particulier qui est quand même connu, qui pourrait représenter justement cela, c'est la fameuse Vesica Piscis. Les 2 cercles qui s'entrelacent, où on a justement ces 2 forces, donc féminin, masculin, on va dire ces 2 cercles, d'accord, qui s'entrelacent l'un dans l'autre. Donc à droite on a la partie le plus, l'autre côté le moins, et l'union des 2 qui est symbolisée à travers une amande, donc la forme d'une amande, ce serait donc cette troisième, ce champ, on va dire cette chambre, qui permet à ces 2 forces, entre guillemets, où il y a une interaction entre les 2. Et c'est probablement ça ce que voulait expliquer donc Émile Pinel et que Jacqueline Bousquet expliquer. Bon, il y a des choses que Jacqueline Bousquet disait à l'époque qui, pour moi, disons, vibraient encore plus en moi, où je comprenais plus facilement. Mais là, je dois dire, c'est un petit peu comme Jean-Pierre Garnier-Mallet avec sa manière d'expliquer son double. Donc, parfois, quand on veut expliquer des choses, il faut aussi parfois avoir la technique pour que tout le monde puisse le comprendre. Exactement. Donc, et puis, ça, c'est ce que je m'efforce, on va dire, de faire de mon côté. Et en tant qu'autodidacte, il est possible que je dise la même chose que Bousquet, ou que Jean-Pierre Garnier-Mallet, mais peut-être d'une manière, on va dire, encore plus simple. Oui, c'est ça. Alors, certaines personnes pensent que la lumière du tunnel que l'on voit, que voient les expérienceurs de NDE, est un piège. Ce serait une lumière falsifiée, engendrée par cette fameuse matrice, pour avoir un plus grand nombre de témoins. Moi, j'ai eu énormément de témoins qui ont vécu cette expérience, notamment Nicole Dron, qui a vécu l'expérience, mais une expérience assez profonde, vous devez la connaître, Nicole, qui ne sont pas vraiment d'accord avec ces théories de lumière falsifiée. Qu'en pensez-vous ? J'ai déjà aussi entendu, étrangement, j'ai déjà eu cette information qui disait justement que cette lumière était dangereuse. Je ne saurais dire vraiment à ce niveau-là, comme je suis, on va dire, comme vous m'avez décrit au départ, un théoricien holistique, donc j'ai une vision globale, mais je n'ai aucune, on va dire, je ne suis ni clairvoyant ni clairaudient, ou bien je canalise de l'information, certes, mais je ne pourrais pas dire maintenant ce que disent certaines personnes qui ont vécu ces expériences réellement. Donc pour moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment un petit souci, de plus en plus un souci avec la vie après la mort, ou bien la vie après la vie, dans le sens où il y aurait une partie de nous, parce que maintenant je vais vous dire tout simplement, quand on prend maintenant le souci de notre incarnation, en gros, c'est l'ego. L'ego qui a la fâcheuse tendance à se diviser des autres. C'est même un petit peu son jeu, c'est de créer ce voile qui nous enlève la compréhension que nous formons qu'une seule entité. Alors ce qui est intéressant, c'est que des personnes qui ont justement peur de la mort, ils disent c'est pas grave quand je serai mort, même si je ne suis plus là physiquement, mais mon âme survit. Voilà. Et quand on dit mon âme, on est toujours dans l'individualité. Oui. Voilà. Et c'est là donc où moi je me dis je veux bien m'imaginer peut-être qu'il pourrait exister une forme d'individualité qui survit au moment de l'âme hors. Oui. Mais on pourrait aussi dire tout simplement qu'au moment de la mort, notre partie invisible quitte ce corps physique, c'est directement retour à la conscience de l'univers, c'est-à-dire à la source. Oui, alors justement, Nicole me disait qu'elle avait fait l'expérience du tout, c'est-à-dire qu'elle était tout en même temps, mais elle n'a jamais perdu un seul instant son individualité, le fait qu'elle soit Nicole. Parce que ce tout est tous les individus en même temps. C'est ça ce qui est intéressant, puisque cette conscience a pleinement conscience, c'est drôle de dire, cette conscience a pleinement conscience de vivre toutes ces incarnations. Bien sûr. Et elle disait, c'est comme une goutte d'eau qui rejoint l'océan. Bien sûr, exactement, oui. Voilà. Ouais. Alors, avec Nicole, nous évoquions une possibilité de degrés dans l'astral, du bas astral au plus haut niveau de l'astral. Est-ce que la matrice se situerait pas dans les basses couches de l'astral par le conditionnement que l'on a ici dans le monde physique ? Pour moi, non. La matrice, c'est tout. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai pris conscience que tout ce qui est extérieur à nous, c'est-à-dire l'illusion de la 3D, c'est rien d'autre qu'une projection ésotérique
de nos croyances. C'est le fruit de nos croyances, de notre co-création collective, que ce soit la Terre sur laquelle nous vivons, le Soleil, la Lune, les planètes, les étoiles, c'est nous. Une projection de nous. Nous sommes comme des... Et alors j'aime bien utiliser le symbolisme du cinéma, puisque dans le cinéma, quand vous regardez un film, il faut plusieurs personnages clés pour qu'un film puisse voir le jour. C'est-à-dire, d'une part, on a un scénariste qui a l'idée donc d'écrire une histoire. Deuxièmement, nous avons affaire à un réalisateur qui va donc réaliser le film, mais le film ne peut pas exister si devant cette caméra, il n'y a pas un acteur. Et enfin, une quatrième entité importante, c'est pour que le film puisse exister, il faut qu'il y ait un spectateur pour l'observer. Eh bien, tout simplement, on peut s'imaginer que ce qui est à l'extérieur de nous, nous avons d'une certaine manière le scénariste, c'est la conscience de l'univers, le réalisateur, c'est le soleil, ça représente le soleil. Oui. Ensuite, nous avons l'acteur qui représente la Terre, c'est-à-dire tout ce qui vit, ce qui bouge dans ce film, entre guillemets. Et puis le spectateur, ça sera la Lune, symboliquement. Et alors, il faut s'imaginer qu'à l'extérieur de nous, de nos corps physiques, il n'y a rien d'autre qu'un champ électromagnétique. Et on comprend alors que ce champ électromagnétique n'attend qu'une seule chose, c'est que les entités qui ont la possibilité de créer des images, c'est-à-dire d'imaginer les choses, projettent leur projection dans ce champ électromagnétique pour que ça devienne une réalité dans la 3D. C'est-à-dire que le champ électromagnétique, ce serait comme la toile de cinéma. Ouais. Et les étoiles, donc on entend bien le mot toile dans étoile. Les étoiles, ce sont des êtres, c'est ce que j'explique dans mes partages. Je dis c'est quand même intéressant de voir que l'étymologie du mot étoile, ou on peut dire aussi astre, d'accord ? Ouais. Quand on sait par exemple que le mot être, l'accent circonflexe au-dessus du E, ça remplace un S, donc le mot être, c'est aussi un estre. Mais un estre, c'est un astre. Oui. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une projection exotérique de croyances, de notre imaginaire, de notre co-création, donc, puisque nous sommes une seule entité, bien sûr. Donc cette entité unique, en créant aussi ce voile qui va faire en sorte que tous ces petits personnages n'ont même pas conscience de faire partie du grand tout, ils vont collectivement créer, et c'est là aussi où j'explique que nous sommes passés d'un état de co-créateur conscient à l'état de co-créateur inconscient, puisque cette compréhension de construction de la matrice, que c'est nous qui la créons donc à travers nos croyances, c'est une projection. Nous sommes comme dans un film, d'une certaine manière. C'est pas pour rien que Hollywood est tellement riche au niveau de la symbolique. J'ai rien que le mot Hollywood veut dire forêt de houx. Donc nous sommes carrément dans les cultes païens des magiciens, donc des mages qui connaissaient les lois du magnétisme, les sorciers, les chamans, des personnes qui avaient des connaissances par rapport à l'électromagnétisme. Donc tout ce qui est à l'extérieur de nous, c'est un champ électromagnétique qui n'attend que d'être imprimé, donc où il y a notre imaginaire, donc de les projeter dans ce champ. Et c'est quoi ? C'est l'information. On pourrait dire pratiquement que nous projetons l'information invisible dans ce champ électromagnétique qui va prendre une structure tridimensionnelle. C'est ce qu'expliquait Jacqueline Bousquet. Ben voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on est en état de méditation ou dans la nature, qu'on se lâche un peu, qu'on se laisse aller, on s'aperçoit qu'on fait partie de ce grand tout. Oui. Plus on lâche prise sur l'ego, c'est clair. De toute manière, ça va être l'ego qui va faire la barrière. Plus on commence à prendre conscience que c'est l'ego qui nous détache de cette unité, plus on rentre en harmonie avec ce qu'il y a autour de nous. Bien sûr. Et aussi de prendre conscience que nous avons le pouvoir, entre guillemets, de le modifier à notre guise, c'est-à-dire d'un point de vue individuel, pour commencer. Oui. Je vais pouvoir interagir vraiment dans ce que j'attire vers moi. Après, sur un plan collectif, un individu ne va pas changer la matrice, ça c'est clair. Il faut que ça soit une grande quantité de personnes qui s'éveillent, qui prennent conscience, et je dis maintenant bêtement, je vais dire un chiffre, 80%, au moins 80% de personnes doivent complètement changer leur paradigme, leur manière de voir ce monde, qui est l'anagramme du mot démon, dans lequel... qui représente Lucifer, justement. La 3D, c'est-à-dire donc la 3D. Le maître du temps, c'est-à-dire, encore une fois, on voit bien que l'espace-temps joue un rôle dans tout cela. Et s'il y a bien une partie de nous qui se croit emprisonnée dans ce leurre de l'heure, donc l'espace-temps, c'est notre ego, encore une fois. Donc, dès qu'on commence à lâcher prise sur cet ego, on prend conscience que chaque individu qui vient vers moi
ben, c'est une partie de moi qui vient m'apporter une clé pour que je puisse m'éveiller pleinement à ce grand tout, automatiquement, ça devient une facilité de comprendre les choses. Certains hasards qui n'en sont pas, puisqu'on parle toujours de rencontres, quoi. Alors, je ne sais plus, c'est Sylvie Simon qui disait que 20 à 30%, même peut-être moins, mais enfin, bon, on va dire 20 à 30%, serait suffisant pour faire inverser les tendances. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je ne pourrais pas dire. Donc, vraiment, 20-30%, c'est peu. Hein. Donc, vraiment... oui, c'est peu, oui. Parce que déjà, si on prend conscience que chaque personne qui s'éveille... Bon, après, c'est vrai que chaque être qui s'éveille change le monde. Donc, il contribue à modifier les choses. Mais simplement, après, quand on prend conscience d'une masse, on va dire... si on promène le 100%, le fameux 100%, c'est la majorité qui l'emporte. Comme j'explique aussi dans mes conférences, je dis bien, si 80% de l'humanité pense que la maladie, c'est une fatalité, les 20% qui sont éveillés, ben, parmi ces 20%, il y en a encore au moins 15%, voire même plus, qui vont quand même tomber malades parce qu'ils sont sous l'influence des 80% qui continuent de nourrir les égrégores de la maladie, par exemple. Et les quelques pourcentages qui restent, qui vont réussir vraiment à ne plus être, touchés par ces égrégores, entre guillemets, ben là, c'est une question de rectitude intérieure. D'accord ? Pour complètement lâcher prise sur l'illusion de tout ça là. Et ça demande un alignement. Là, on rentre dans l'alchimie, bien sûr, dans toute la science alchimique, de se rectifier intérieurement pour qu'on puisse être complètement, qu'on ait transcendé justement cette partie humaine, entre guillemets, qui est dans l'électromagnétisme, justement, qui est complètement à la merci des égrégores. Et c'est là où 20-30%, je dirais que c'est un petit peu peu. Franchement, moi, personnellement, j'irais plutôt dire 70 à 80 pour modifier la matrice. C'est différent, là. C'est plus le même chiffre. Moi, autant Madame Simon, elle avait sa vision. Bon, c'est pas que je suis défaitiste du tout, mais et alors aussi avoir des personnes qui vibrent, mais alors vraiment d'une... c'est pas pour être à moitié éveillé, entre guillemets aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de pseudo-éveillés dans le monde de la métaphysique et de l'ésotérisme. Alan Hughes, je vous propose de marquer un temps d'arrêt dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de l'émission. C'est la clé du mystère, toujours avec notre invité Alan Hughes pour parler de la matrice. Mais il est vrai que quand il y a un nombre suffisant de personnes, ça inverse certaines tendances. On s'aperçoit que les autres commencent à prendre conscience et puis commencent à réfléchir. Ah ben oui, ça c'est vrai. On va dire c'est une question de... la loi du centième singe, bien sûr, on a ça pour commencer. On aura aussi simplement le fait que tout d'un coup, il y a des tendances parce qu'il y a la voie exotérique de l'information, partager de l'information par la voie extérieure, et après il y a la partie quantique, la voie invisible, où l'information, elle va quand même être diffusée quand même autour de nous. Des personnes qui s'intéressaient jamais, on va dire, à ces questions, qui vont commencer tout doucement à être quand même, ça va les titiller, mais jusqu'au moment où ils aient pleinement pris conscience de toute cette science, entre guillemets, parce que c'est une vraie science, parce que c'est seulement en ayant pleinement conscience de son état intérieur, de sa responsabilité en tant que co-créateur, qu'on est capable de modifier la structure de la 3D dans laquelle nous sommes tous collectivement. C'est-à-dire, entre le fait de commencer à s'éveiller légèrement et d'être pleinement un co-créateur conscient, et il y a encore un sacré parcours, on va dire, à faire, en tant que personne, chaque individu, donc voilà. Et puis quand on observe maintenant, au jour d'aujourd'hui, encore un petit peu les comportements de beaucoup de personnes, avec la meilleure des volontés, je me dis, on est encore bien loin du résultat. Que pensez-vous du changement vibratoire de la planète ? Tout à fait logique. Ça, c'est encore une fois, si on reste dans cette logique de ce que je vous ai avancé au départ, il y a quelques minutes, avec cette histoire de cinéma, donc nous sommes des projecteurs qui créant la partie extérieure, donc la 3D à extérieur, donc automatiquement, notre état, justement, notre modification intérieure va avoir une influence sur l'extérieur. Donc, la planète, la Terre, c'est notre partie acteur
de ce quatuor que je vous ai décrit, et automatiquement, si les personnes, puisqu'il y a quand même un éveil, il y a quand même des personnes qui commencent à vivre différemment, il y a aussi au niveau du temps, c'est ce que je disais encore à ma partenaire ce matin, on est en train de nous dire que les 24 heures, même si la montre nous montre toujours 24 heures, le ressenti serait plutôt de 16 heures. Oui, c'est ça. Et même au niveau de l'année, nous sommes plus forcément une année, mais c'est du 8 mois. Et c'est logique puisque notre façon de raisonner accélère. Donc nous raisonnons d'une manière différente. Après, qualitativement, pas forcément qualitativement, je parle tout simplement que les personnes parlent plus vite, sans réfléchir, parfois même, c'est-à-dire tout s'accélère dans leur esprit. Vous avez seulement besoin de regarder les jeunes, la façon que les jeunes ont de parler aujourd'hui, ils ne se prennent plus le temps. Maintenant, vous prenez par exemple les vidéos, les fameuses vidéos, ils veulent expliquer le monde en 5 minutes. En l'espace de 5 minutes, ils veulent expliquer des choses qu'on ne peut pas expliquer en 5 minutes, il faut prendre son temps, bien sûr. Et aussi pour l'éveil. Donc c'est cette manière accélérée que nous avons tous d'être pressés, entre guillemets. Nous sommes dans la société fast-food, donc la société où tout doit aller vite. Il est logique aussi que, d'un point de vue vibratoire, l'extérieur change. Il y a une accélération. Ouais. Alors, un autre problème qui concernerait la matrice, c'est les Illuminati. Les Illuminati seraient partie prenante de cette matrice. Qui sont les Illuminati pour les personnes non averties ? Pour moi, les Illuminati sont tout simplement des personnes qui, depuis maintenant des siècles, voire des millénaires, ont toujours été à la tête, on va dire, du contrôle du monde. Je dis bien du monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire une structure hiérarchique qui est basée sur le schéma pyramidal, donc une caste de personnes qui ne sont pas forcément les plus connues. Après, ceux qu'on nous met en avant, c'est toujours les mêmes têtes. Je veux dire, ça, c'est un petit peu pour faire croire que... Voilà, comme je dis aussi souvent, vivons longtemps, vivons cachés. C'est-à-dire, nous avons vraiment affaire à on va dire peut-être, on parle toujours des 12 familles, les 12 familles, nous avons affaire à 12 groupes de personnes qui, ensemble, vont représenter la 13e entité. Donc 12 groupes qui contrôlent 12 parties du monde. Et maintenant, on parle d'un contrôle qui date au moins de plusieurs millénaires. C'était des pharaons, c'est devenu des rois, ils ont créé les religions, ils sont toujours présents. Il n'y a jamais eu de rupture dans ce contrôle, et il faut savoir, et c'est ça leur force, eux ils ont toute cette connaissance. C'est-à-dire ils savent exactement comment fonctionne la 3D, l'électromagnétisme, mais comme ils font partie de nous aussi, après il y a des personnes qui vont dire au-delà d'eux il y aurait des reptiliens ou des entités du bas astral, des choses comme ça. Moi je reste maintenant dans une idée, on va dire même plus terre à terre entre guillemets, de dire, imaginons nous avons affaire à des personnes humaines, mais qui se transmettent de génération en génération une connaissance hermétique, donc basée sur l'électromagnétisme, comment nourrir les égrégores. Ils font partie de nous et qui représentent une minorité d'individus dans le monde dans lequel nous vivons. Ils ont besoin de nos consciences à nous pour co-créer la matrice auquel eux ils aspirent, c'est-à-dire ce système de contrôle pyramidal. Donc, ils utilisent depuis maintenant des millénaires des techniques pour nous inceptionner des images, des légendes, d'une telle manière à ce que nous portions de l'attention vers ce qui eux ils veulent voir. Les images, le pouvoir des images, puisque le mot image c'est l'anagramme parfait du mot magie, donc magnétisme derrière. Donc, à partir d'un certain moment dans l'histoire, l'histoire linéaire, bien sûr, si on reste dans la vision tridimensionnelle de l'histoire, eh bien, à un moment donné, des cultures ont commencé à graver des images dans les temples. C'est-à-dire, ils vont figer des choses auxquelles les générations futures vont tout le temps porter de l'attention, et en faisant ça, on permet en même temps à ce que les égrégores aient toujours l'énergie qu'il faut pour que la structure tridimensionnelle dans laquelle nous sommes puisse garder cette forme comme elle est. Et c'est-à-dire, nous sommes actuellement dans la version, comme je dis toujours, nous sommes dans la perversion, la version du père, au lieu d'être dans l'éphémère. Avant qu'on parle des nouvelles cultures, donc celles qui ont commencé environ aux alentours de 6000 ans, avec Babylone, Sumer, Égypte et tout ça, avant nous étions probablement dans une autre forme de co-création et nous étions plutôt dans l'éphémère, la version féminine, c'est-à-dire quelque chose qui peut changer à tout moment. C'est-à-dire alors que maintenant nous sommes dans une version patriarcale. C'est pour ça aussi que dans les grandes villes de ce monde, il y a partout des obélisques pour représenter le phallus d'Osiris. Donc nous sommes dans la version du père qui est les lois,
la structure rigide qu'on ne veut pas changer, mais pour ça, il faut que les personnes qui font partie de cette matrice dans laquelle nous sommes, ils nourrissent, de par leur énergie vitale, ces images pour que la structure de la 3D reste toujours comme elle est. Et ces personnes sont pour moi des mages, de véritables magiciens, donc, dans le sens, ils connaissent les secrets de la 3D. Alors, pour sortir de ce cercle vicieux, ça passe par une prise de conscience. Exactement. Il faut continuer de faire. Moi, d'abord, de mon côté, je sais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, je continue d'informer, donner mes conférences, faire des interventions radio comme avec vous, et puis voilà. Et puis que les personnes un petit peu, je sais pas, il faut après trouver des phrases qui vont faire en sorte qu'on passe pas pour un hurluberlu, puisque il est clair que si on prend des personnes qui ne sont pas forcément dans ces ouvertures d'esprit, si on leur parle comme ça, ils vont dire mais de quoi tu me parles? C'est du chinois tout ce que tu dis là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on a d'un autre côté des scientifiques, des personnes qui vont venir avec des équations qui valident exactement, par exemple, ce que je dis. Ouais. C'est simplement que moi, n'ayant pas une formation scientifique, entre guillemets, moi j'ai une approche qui est beaucoup plus artistique pour comprendre ces choses-là. Donc moi, il va me manquer cet élément, on va dire cartésien, très terre à terre, de l'équation qui valide ça. Mais encore une fois, pour une personne qui n'arrive pas à saisir que la 3D à l'extérieur, c'est-à-dire de la matière, c'est rien d'autre que des ondes et des vibrations, il faut aller se tourner vers la mécanique quantique qui explique justement ça. D'ailleurs, Jacqueline Bousquet disait à l'époque, elle disait si le film ne vous plaît pas, changez-le, changez l'information. Eh oui, exactement. C'est la clé de tout. À partir du moment où on prend conscience que tout est information, et l'information, pour se déplacer, elle a besoin d'électricité. Et pour se figer, elle a besoin de magnétisme. Donc voilà, on a tout compris. Jacqueline Bousquet disait, quand vous mangez une orange, arrêtez de penser vitamines, arrêtez de penser tout ce que vous voulez, c'est de l'information. Et quand vous mangez une orange en hiver, c'est une fausse information que vous donnez à votre corps. Oui, puisqu'en hiver, en Europe, il ne fait pas 30 degrés. Donc vous donnez à votre corps une fausse information. C'est vrai. Et donc tout est information autour de nous. Nous sommes de l'information. Ce que nous mangeons est de l'information. Il ne faut pas s'étonner que les personnes qui mangent comme des cochons, entre guillemets, ne peuvent pas faire la différence entre leur information et l'information qu'ils viennent d'intégrer dans leur corps. Ça crée des perturbations au niveau de l'information du tout qui empêchent le subconscient, entre guillemets, d'envoyer l'information à la conscience pour prendre pleinement conscience de tout cela. Donc le sujet de la nourriture est extrêmement important. Ouais. D'ailleurs, elle disait aussi qu'on mangeait la souffrance des animaux qui étaient abattus dans des conditions déplorables dans les abattoirs. On mangeait toute cette souffrance. Et même les Grecs disaient « nous sommes ce que nous mangeons ». Exactement. Alors ce changement vibratoire de la Terre dont on parlait tout à l'heure nous aiderait peut-être à sortir de cette influence de la matrice. Ben non. C'est-à-dire justement, c'est pas la vibration de la Terre qui nous aide. La vibration de la Terre, c'est le résultat de notre éveil collectif. C'est-à-dire, c'est ça le problème, les personnes ont toujours tendance à dire ce qui se passe à l'extérieur va nous aider à l'intérieur. Non, ce qui est à l'extérieur, c'est le résultat d'un changement intérieur. Donc, c'est simplement la vibration de la Terre, ce changement est le résultat de notre changement intérieur. Et c'est donc il ne faut pas rentrer dans l'illusion que ça soit quelque chose d'extérieur qui va nous aider. C'est toutes les grandes philosophies de ce monde disent bien ne te laisse pas berner par l'extérieur. Ne va pas chercher la lumière à l'extérieur, ton refuge, ton île à l'extérieur, puisque c'est à l'intérieur de toi que tu vas trouver ce trésor, cet accès à la source. Donc l'extérieur ne fait rien d'autre que de se matérialiser, donc de nous donner l'information matérielle de ce qui est en train de se produire à l'intérieur de nous, d'une manière individuelle et bien sûr collective à l'échelle mondiale. Alors on nous pose souvent des questions sur l'effet de la franc-maçonnerie justement sur cette matrice. Qu'en pensez-vous ? Ben oui, ils font partie, c'est-à-dire dans les loges maçonniques, dans les degrés les plus secrets, entre guillemets, au-delà, voire même du 33e degré. C'est là qu'on va retrouver justement ces personnalités dont on a parlé juste avant, les Illuminati, donc des personnes qui sont la continuité, entre guillemets, d'autres groupes, on va dire, occultes, pas entendre le mot dans son sens, on va dire, diabolique. Le mot occulte, ça veut dire caché, secret. Ouais. Donc, c'est aussi dans la franc-maçonnerie qu'on peut retrouver justement des personnes qui font partie de ces groupes, qui de génération en génération se transmettent ces connaissances hermétiques. Et voilà, c'est la même chose, donc il n'y a pas de différence.
Alors, que pensez-vous des chemtrails? Ça, c'est une question qu'on nous a posée plus d'une fois. Ça c'est un sujet aussi auquel largement je sensibilise les personnes aussi. C'est vraiment une cochonnerie, donc c'est vraiment quelque chose qu'on nous... Bon, après, c'est encore une fois, il y a des personnes qui disent ouais, mais si tu n'y penses pas, ils seront pas là. Mais je dis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Nous sommes co-créateurs. Donc il y a bien quand même des institutions. Apparemment, ce serait même la NASA qui serait derrière avec l'armée américaine, des bases américaines où les avions décolleraient, exactement, l'OTAN. Il est intéressant quand même de voir le nouveau bâtiment de Bruxelles. Hein. C'est quand même le symbole des nazis. Je ne sais pas si les gens sont aveugles ou... Oui, ça circule sur Facebook, oui. C'est quand même intéressant de voir que l'ordre des nazis a été créé le 4 avril 1925 et l'OTAN a été créé le 4 avril 1949, la même date. Et voilà, donc on a les mêmes dates, on a des symboles particuliers. Bon, après, c'est pas les nazis non plus qui contrôlent le monde. Eux, ils font rien d'autre. C'est une partie, entre guillemets, de cette élite, on va dire, occulte. Ils ont créé les nazis comme ils ont créé Napoléon, son armée, comme ils ont créé les empires romains, etc. Donc, ils sont toujours derrière... donc on a vraiment affaire à une élite qui, à travers le temps, est toujours cachée derrière toutes ces créations de groupes. Et maintenant, on revient vite au chemtrails, juste pour dire que pour moi, il est assez évident qu'on est en train de... Je pense même avoir compris à quoi ça sert. En gros, pour moi, l'épandage de ces substances, c'est surtout pour stériliser l'humanité, puisque nous rentrons dans une ère où la technologie est tellement avancée, où les robots commencent tout doucement à remplacer l'humain. Donc, on est en train de réduire la population humaine par tous les moyens imaginables. On n'a plus besoin de toutes ces bouches là, voilà. Donc, on rentre dans le transhumanisme. Tout doucement, les robots qui vont commencer ils produisent, les humains qui se transforment tout doucement en robots, bien sûr. Même, par exemple, Fritz Lang, dans son film Metropolis, c'est exactement ça qu'il est en train de nous montrer. Il faut quand même un petit peu regarder des films soi-disant de personnages qui étaient visionnaires. Non, ils savaient exactement quel était le plan de l'élite. C'est-à-dire, quand même, Metropolis, c'est un film qui a été créé en 1927. On voit des ouvriers qui vont travailler dans une usine. Et à un moment donné, cette usine, elle explose. Et puis, tout d'un coup, le portail principal, il se transforme. Il a la tête d'une bête à cornes et il s'appelle Moloch. D'accord, Moloch, donc cette entité cananéenne, babylosumérienne, alias le dieu Baal, le dieu Bel, et la fameuse Maria, donc cette femme qui est un peu rebelle dans le film, elle est transformée en robot dans le film. Donc on comprend que cette élite, aujourd'hui, avec les chemtrails, ils sont en train de stériliser les humains, les femmes qui ont de plus en plus de problèmes à avoir des enfants, les hommes avec leurs spermatozoïdes qui sont de plus en plus rares aussi. Donc, ils veulent réduire la population. Et il y a même une stèle en Géorgie, en Amérique, où on voit bien le plan de réduire l'humanité à 500 millions. Voilà, donc pour moi les chemtrails servent surtout à ça. Alors certaines personnes nous disent, parce qu'on reçoit énormément d'appels téléphoniques de partout, c'est-à-dire de France, de toutes les régions, du Québec, de Belgique, de partout, les gens s'inquiètent, et certains nous disent, de toute façon les chemtrails ça sert à tout, à plein de choses à la fois. C'est possible aussi qu'il y ait encore d'autres fonctions. Et puis après, encore une fois, pour que ce problème cesse, il faudrait tout doucement que les personnes, encore une fois, il faut oser, quoi. Il faut oser en parler, et tout simplement. Il faut, quand vous sortez, vous levez la tête, et puis vous avez quelqu'un à côté de vous, de lui dire, t'as remarqué qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel? Comment il n'y a pas de nuage? Ça, c'est pas des nuages, voyons. Ce sont des chemtrails. Et après, de créer des collectifs, des personnes qui se mettent ensemble, aller faire des plaintes contre X éventuellement, pour commencer, avec éventuellement des mairies, il faut vraiment que les gens ils commencent tout doucement à se regrouper. Hein. Une personne seule va pas changer ces sujets-là. Il faut que les gens ils en parlent, il faut oser en parler. Voilà, c'est un comportement à adopter justement pour sortir de ce formatage au quotidien. Exactement. La télévision aussi, remarquez, il y a énormément de gens qui me disent on ne regarde plus la télévision, on n'écoute plus les radios nationales, c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est vrai que les gens, surtout les plus jeunes, malgré tout. Que pensez-vous des découvertes de Thierry Jamin au Pérou, si vous êtes au courant? Ah oui, non, j'ai pas suivi. J'en ai entendu parler, mais j'en ai pas suivi. C'est aussi des
des artefacts, Oui, des reliques comme ça. Non, je ne pourrais pas vous parler de ce sujet-là. Je n'ai pas suivi le truc. Non. Un sujet à suivre. Parce que comme je suis plus, de toute manière, dans une approche autodidacte, moi, je suis les informations qui viennent à moi en temps réel. C'est-à-dire que, et pour moi, je m'intéresse plus à l'alchimie, à la métaphysique, à l'éveil personnel. Donc, automatiquement, dès qu'on commence à parler d'extraterrestres, de sujets comme ça, voilà, c'est... D'accord. Peut-être qu'un jour, je serai amené à m'y intéresser, mais là, je n'ai pas suivi vraiment ce qu'il a fait. Alors, vous avez publié un livre. Mon dernier livre en date s'appelle Thérapie. Thérapie, voilà. Thérapie, terre, la terre comme la terre, et happy en anglais, donc être heureux, qui parle de tout sauf de thérapie, bien sûr, puisque ce livre a pour but d'expliquer aux personnes que le plus grand thérapeute, c'est la personne elle-même. Donc, et pour ça, je donne plein de clés dans ce livre qui sont liées, bien sûr, à l'alchimie spirituelle. Donc, le fait de travailler sur soi ou bien de œuvrer sur soi, puisque en alchimie, nous ne parlons pas de travail qui est synonyme de torture, mais nous sommes dans le grand œuvre ou bien le grand art. Et alors, symboliquement, on peut dire aussi, c'est œuvrer sur soi. Nous sommes comme un chef-d'œuvre, mais pas encore abouti. Et le plus grand artiste, c'est la personne elle-même qui doit œuvrer sur son équilibre intérieur. Et plus il va trouver cette pierre philosophale qui est en elle, donc cette personne, eh bien, elle va commencer à rentrer dans une forme de sagesse et tout doucement, elle va commencer à prendre le contrôle de son état de santé, et pas seulement de son état de santé, mais aussi du monde autour d'elle, puisqu'elle est consciente que si elle attire des problèmes, c'est des perturbations intérieures qui sont le résultat de ça aussi. Ça, c'est en gros, on va dire, la trame du livre. Alors, ce livre, on peut le trouver où? C'est quelle édition? Aucune édition. Je suis à compte d'auteur. Voilà, à compte d'auteur. C'est simplement sur mon site qu'on peut le trouver actuellement. Donc, mon site, c'est Projet Alpha, donc PROJET, ensuite Alpha, ALFA.com. Donc, ça, c'est mon site internet où les personnes peuvent aller à la rubrique livres. Et ils verront donc mon dernier livre en date. Actuellement, je suis en train de rédiger un nouveau, bien sûr. Et aussi, surtout la rubrique conférences, événements, où les personnes peuvent voir aussi où je vais régulièrement faire mes conférences un peu à travers la France, la francophonie en règle générale. Et voilà. Et le prochain livre portera sur quel sujet ? On va dire que c'est un livre un peu particulier pour moi, puisque j'ai actuellement 4 livres à mon actif qui sont toujours des essais métaphysiques, donc qui parlent de mon propre éveil, entre guillemets. On va dire, maintenant, comme je vous dis, ça va faire 17 années que je suis dans ce processus, mais là, ça va être plutôt une fiction, ça va être un roman, et le sujet principal, c'est l'amour. Oui, c'est un beau message. Voilà, puisque c'est quand même, on va dire, c'est la base de tout. Alan Duke, je vous propose de marquer un temps d'arrêt dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère, toujours avec notre invité Alan Duke pour parler de la matrice. Alors, vous organisez des conférences sur quel thème ? Actuellement, j'ai 9 conférences que je propose. Donc, sur quel thème ? C'est le même thème, c'est-à-dire en gros, comme je suis un théoricien holistique, c'est-à-dire j'ai une vision globale, je pourrais faire une conférence qui dure environ 6 mois. Voilà. Et donc j'ai dû morceler cette vision holistique en plusieurs morceaux et c'est ce qui va faire que j'ai 9 conférences environ à proposer et qui tournent autour de cette vision holistique. Comme j'ai évolué aussi un petit peu dans ma manière de communiquer, j'ai réduit un petit peu le temps des conférences parce que parfois c'était un peu trop long. Donc je parle par exemple de cinéma. Donc j'ai 3 conférences qui parlent de cinéma où je prends des extraits de films. Donc, c'est 3 conférences qui ont exclusivement pour sujet le décryptage des symboles au cinéma. Donc, on a par exemple des scènes clés qu'on connaît dans des films très connus. Je vais vous dire, par exemple, dans Matrix, dans Interstellar, dans plein de films connus, Superman et tout ça. Donc, je viens avec une petite partie de ce film et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et c'est là où je demande aux personnes, est-ce qu'on a vu la même chose ? Et
Parce que souvent, des personnes ils disent oui, mais je m'intéresse pas au cinéma, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Mais je dis oui, mais il faut quand même prendre conscience que le cinéma, c'est nous. C'est de l'information pour nous éveiller, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a plein d'informations pour nous ouvrir à la compréhension de la métaphysique, de l'ésotérisme. Donc, c'est là où beaucoup de personnes aussi ont tendance à me dire « Oui, mais tes histoires de dragons, je ne vois pas où tu veux en venir. » Mais je ne parle pas des dragons. Je ne suis pas un conteur de légendes. Je décrypte ce que représentent ces créatures, par exemple. La signification, oui. La signification, mais qu'est-ce que ça indique pour nous ? D'accord, vous comprenez ? Donc, c'est vraiment la décomposition, le décodage de ces légendes qui sont multiculturelles, qui sont millénaires. Donc, c'est tout des légendes qui sont dirigées vers nous. Et à partir du moment où je propose des conférences, je décode ces choses et je les explique, j'essaye de les expliquer le plus rationnellement possible, avec des exemples, avec des belles images pour que les personnes puissent après prendre l'information vers eux et dire « Ah, maintenant j'ai des outils, j'ai compris certaines choses qui me concernent et donc je vais pouvoir faire cette œuvrer sur moi pour transcender les travers de mes problèmes, puisque c'est l'ego qui porte toujours ses problèmes. Et donc les conférences que je partage, c'est surtout ça, c'est-à-dire c'est un morcellement de toute cette vision holistique que j'ai qui parle de plein de choses, entre guillemets. Après, dans mon esprit à moi, c'est un ensemble, c'est un puzzle gigantesque. Et donc, pour que les personnes puissent comprendre, il y a une chronologie. Éventuellement, quand une association me demande une conférence, il se peut que je leur dise, ce serait peut-être bien de commencer par celle-là, parce que si vous voulez comprendre celle-là, il faudrait que les gens comprennent déjà ce qui est expliqué dans cette première. Donc, je parle du temps, de l'espace-temps, je parle d'alchimie, bien sûr. Il y a des conférences qui sont un peu plus, on va dire, entre guillemets, comme je vous ai dit, sur le cinéma, qui sont un petit peu plus faciles d'accès, où il y a même des personnes qui sont pas forcément maintenant à fond dans la métaphysique et dans l'ésotérisme, qui peuvent plus facilement s'identifier, puisque je prends des films que le gros des personnes ont vus au cinéma ou à la télé. Voilà, et donc c'est un petit peu ça mes conférences. Alors comment réagissent-elles, les personnes qui viennent vous voir en conférence ? Eh bien, elles réagissent très très bien. Elles sont, toujours agréablement surprises, puisque ils me connaissent pas. C'est ça, on va dire, le truc, c'est que je ne suis pas encore aussi connu entre guillemets qu'un Patrick Bernsteinas entre guillemets, mais les surprises sont toujours assez grandes, puisque quand les associations m'ont invité une fois, souvent ils sont déjà tout de suite pour me dire bon, quand est-ce que tu reviens pour la suite, quoi. C'est ça le truc, c'est-à-dire c'est tellement riche. Après, c'est même parfois trop, ça je le sais aussi. C'est-à-dire que quand on vient assister à mes conférences, on peut dire qu'en l'espace de 2 heures, on a parfois plus d'informations que certaines personnes peuvent apporter en l'espace de, je vais dire, 1 semaine. Tellement il y a de choses qui sont expliquées. Et c'est là où parfois les personnes rentrent même à la maison avec des maux de tête ou l'estomac un petit peu... oui, il faut digérer l'information. Exactement. Écoutez bien le mot digérer. Oui. Les dites qui doivent être gérées. Les choses qui ont été dites qui doivent être gérées. Oui, tout à fait. Voilà, et comme chez moi, c'est toujours en abondance. Mais c'est pour ça que j'ai aussi réduit les conférences dans l'horaire pour que ça soit un petit peu moins consistant, que les gens aient plus de facilité à digérer, justement. Mais après, ça peut paraître un peu égotique ce que je dis là, mais je vous dis simplement les résultats quand je donne mes conférences, et j'ai toujours quand même des personnes qui sont agréablement surprises. Vous venez souvent chez nous dans le sud de la France ? Il m'arrive aussi assez souvent de venir à Nice, par exemple. Il y a une association sur Nice qui s'appelle Luminam, dont je salue mes amis de cette association, Didier, Flavien, Carole et Isabelle. Donc, ils m'ont déjà fait l'honneur de venir une bonne 12aine de fois, voire même plus. Donc, ça va faire vraiment un bon bout de temps que je viens sur Nice. Et puis, comme je vous dis, tout doucement, les personnes commencent à entendre parler de moi et savent que j'ai aussi une approche qui est un peu différente, qui est ludique, qui est comique. J'apporte énormément d'humour dans mes conférences, même dans mon livre Thérapie. C'est un livre extrêmement burlesque, entre guillemets. Donc, j'essaye aussi, puisque pour moi, l'humour, l'amour, donc l'humour, c'est vraiment une clé pour ouvrir l'esprit. Ça marche ensemble. Exactement. À partir du moment où on arrive à expliquer des choses avec une touche d'humour, l'esprit, il est éveillé. Tout à fait. Et puis, c'est beaucoup plus facile pour que les personnes saisissent les choses
qu'on aimerait bien qu'ils comprennent. Donc, encore une fois, je ne force rien. Je viens avec mes découvertes, donc je ne force personne à venir m'écouter. Donc, il n'y a rien de... Voilà, c'est... Et puis, je viens maintenant sur Pau aussi. J'ai des conférences sur Béziers un petit peu partout. Toulouse, donc, peut-être, non? Toulouse? Pas encore, pas encore. Je vous dis, il y a voilà, maintenant, je fais un appel, on va dire, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, allez un petit peu sur le net, regardez déjà ce que j'ai mis en ligne sur YouTube et vous verrez vous découvrirez peut-être une autre manière d'apporter l'information. Et puis voilà, s'il y a des associations dans les régions toulousaines, bordelaises, des endroits lyonnaises même, j'ai déjà fait des conférences à Lyon, mais pas avec des associations. Donc pour moi, c'est toujours un petit peu plus dur d'avoir une salle, on va dire, un petit peu fournie puisque quand on n'est pas encore assez connu, entre guillemets, il y a, comme on dit, Rome ne s'est non plus pas construite en quelques jours. Voilà, en un jour. Donc, il faut laisser le temps au temps. Ici, on est dans la 3D, donc, mais je reste confiant, bien sûr. Vous avez des projets particuliers? Continuer, tout simplement, sans me poser de questions, sans avoir de but précis. Simplement donner, tout ce que je peux, comme je peux, par tous les moyens imaginables. Pour moi, le plus beau, c'est de pouvoir donner des conférences devant les personnes, parce que ce qui est un peu triste dans l'ère du numérique aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des webconférences, des choses comme ça, qui sont pour moi très impersonnelles. Chacun reste chez elle à la maison, cloîtrée, au lieu de... Et après, il y a tellement un flux de personnes qui veulent informer. Et les personnes commencent à se perdre dans cette manne d'informations. Après, encore une fois, c'est un jugement que j'émets, mais il y a des personnes qui se disent être des éveilleurs de conscience ou bien des thérapeutes et tout ça, qui ferait mieux encore un petit peu de bosser sur eux avant de commencer déjà à faire des conférences et surtout de faire des thérapies qui peuvent être même dangereuses, entre guillemets. Donc aujourd'hui, tout le monde veut faire des soins, tout le monde veut raconter ces choses, et après, dans cette grande masse d'éveilleurs, de personnes comme ça, il y a certaines personnes qui ont plus de mal à voir ce qui est bon et mauvais, quoi. À sortir de la masse, donc ça. Après, moi, je me dis tout simplement, de toute manière, si ce sont des personnes qui ont simplement surfé sur la tendance, à un moment donné, ils vont laisser tomber, et ceux qui sont vraiment dedans avec le cœur, mais vraiment à 100%, ils seront toujours là, ceux-là, ils seront toujours debout. Et c'est comme ça que je vois la chose. Donc, c'est pour ça que de mon côté, on est à une époque où tout va plus vite. Voilà, donc je reste confiant à ce niveau-là. Les personnes qui me connaissent réellement, ils savent exactement ce que je fais. Aujourd'hui, je donne même sur Facebook tous les lundis. Je donne une émission en live sur Facebook, peut-être ça va être bientôt sur YouTube, où je donne 1 à 2 heures d'informations comme ça. Je fais des vidéos, une vidéo qui s'appelle Enquête, donc qui normalement ça va être 13 épisodes. Quand vous allez sur YouTube, vous marquez Alain Diouk et vous marquez Enquête. Vous pouvez voir cette série de petites vidéos où je donne petit à petit des informations, encore une fois, où après quand on a saisi tous les épisodes, ça donne déjà un beau panel d'informations pour vraiment amorcer cette quête vers laquelle nous voulons tous aller, c'est-à-dire la plénitude, le bien-être, le Saint Graal. Bien sûr. De toute façon, quand on est sur le bon chemin, en tout cas, les informations convergent. Il y a quelques petites différences, mais finalement, quand je vous parlais de Jacqueline Bousquet tout à l'heure, vous dites sensiblement la même chose, quelque part, avec des mots différents, avec des petites différences, mais on voit quand une information est vraiment erronée, quoi. Il faut avoir du recul. Mais il y a beaucoup de personnes qui, quand même, malgré tout, continuent à me parler du diable, qui c'est sa faute, c'est lui qui crée les problèmes sur Terre. Et je dis, mais quel diable? C'est nous qui créons le bien et le mal dans la dualité. Tout à fait. Si les personnes prennent conscience que l'univers, la source matricielle de l'univers, le féminin sacré, c'est une masse d'informations inconditionnelle. Cette information n'est ni bien ni mal. Mais c'est nous, de par notre attention dans la dualité, puisque nous, en créant notre ego, au moment où nous créons notre ego, c'est là que se crée le fameux diabole, celui qui divise. Et donc automatiquement, c'est cette conscience mentale qui va créer la dualité, la division, donc, et c'est pour ça qu'on parle de diable et de Dieu.
Et il faut bien écouter les mots. À un moment donné, on entend bien qu'aussi bien dans le mot Dieu que dans le mot diable, il y a le mot division dedans. Parce qu'on parle du bon Dieu et du méchant diable. Mais ça, ce sont des concepts qui n'existent pas. Ce ne sont pas des entités à proprement parler, comme nous, ici dans la 3D, qui créons cette réalité. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des entités, entre guillemets, du bas astral et des entités du haut astral. Bien entendu. Mais il n'y a pas des êtres, il n'y a pas deux êtres supérieurs, comme il y aurait par exemple le dieu du mal et le dieu du bien. C'est un tout. Il faut voir les entités, qu'elles soient visibles ou invisibles, faisant partie d'un grand tout qu'on appelle. Ils sont aussi co-créateurs, bien sûr. Ils peuvent nous influencer. Ils ont besoin de se nourrir. Voilà. Et puis, voire même, on va dire ceux du bas astral, ils ont besoin de se nourrir. Ceux du haut astral, ils sont dans le prana. Ils n'ont plus besoin de se nourrir. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs, justement, qui se posent des questions et qui sont en recherche? Qui reste dans le cœur. Qui reste dans le cœur, tout simplement. D'accord. Parce que le mental, il a aussi son utilité, bien sûr, pour comprendre. Nous sommes tous des médiums, des entités qui avons la possibilité de canaliser cette information. Donc, automatiquement, après, il y a les personnes qui en ont pleinement conscience, qui se disent être des canaux, entre guillemets. Donc, voilà, je canalise. Donc, mais nous avons tous cette particularité. Et après, il faut aussi avoir conscience que ce que nous canalisons, ça sera toujours aussi en relation par rapport à ce que nous vibrons à l'intérieur de nous. Donc, une personne qui est constamment dans la haine et dans la peur va tout le temps canaliser de l'information qui fait peur et qui crée de la haine. Tout à fait. Donc, parce que cette information, elle est là, donc autour de nous, voilà. Et puis, à partir du moment où je localise, où je prends conscience que ce mental, il est là pour comprendre les choses, alors que le cœur, c'est par le cœur que toute cette information, entre guillemets, va rentrer, donc c'est le cœur qui canalise l'information, et ça sera toujours mon état intérieur, ma vibration intérieure qui va définir, mais après, donc c'est le cœur qui attire cette information, mais c'est le mental qui après va l'analyser. On pourrait même dire limite que le cœur c'est féminin et que le mental c'est masculin. Donc à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, il faut rester dans le cœur, il faut neutraliser, il faut le plus être neutre dans sa façon d'observer les choses, et automatiquement j'attire, parce que le but du jeu ce serait quelque part entre guillemets de canaliser si possible une information harmonieuse. Alan Duke, merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion dans la Clé du Mystère. C'était très intéressant. Bon courage pour la suite et à bientôt, j'espère. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité. Avec plaisir. Au revoir. Fréquence Évasion.